Au sommaire de ce journal, l'Éthiopie exige à Boeing, société d'avions, de revoir son système anti-décrochage. En Libye, de nouvelles menaces de violence pèsent sur le pays. L'Autriche se dote de taxis drones. En Corée du Sud, un feu fait ravage dans toute une province. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du First News. Vous suivez l'actualité en temps réel sur First TV Africa. Nous démarrons l'actualité de ce journal avec l'Éthiopie qui exige à Boeing, société d'aviation, de revoir son système anti-décrochage MCAS. En effet, les autorités éthiopiennes ont insisté pour que le système anti-décrochage des avions Boeing soit révisé. Rappelons que le 10 mars dernier, un avion de type Boeing 737 MAX de la compagnie Ethiopia Airlines s'est écrasé et a fait plus de 157 morts sans aucun survivant. Mis en cause dans le crash du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines, le système de stabilisation doit être revu. Les autorités éthiopiennes ont insisté jeudi lors de la présentation du rapport préliminaire de l'enquête sur l'accident pour que l'avionneur américain revoie sa copie. Étant donné que des vérifications de piquets répétitives et recommandées ont été observées lors de cette enquête préliminaire, il est recommandé que le système de contrôle de vol de l'aéronef associé à la contrôlabilité du vol soit examiné par le constructeur. Une requête qui rejoint celle des autorités américaines qui avaient demandé lundi à Boeing de revoir les changements apportés au système antidécrochage MCAS. Le régulateur aérien américain a également ordonné à l'avionneur de s'assurer que ces modifications répondent correctement aux problématiques soulevées par les accidents des 737 MAX de Lion Air et d'Ethiopian Airlines. Les deux crashs, qui ont respectivement fait 189 et 157 morts, présentent des similitudes. Le système antidécrochage a joué un grand rôle selon les régulateurs et experts aéronautiques. Le rapport complet de l'enquête éthiopienne, qui devrait permettre d'en savoir un peu plus, ne devrait être publié que dans un an. Après une crise qui a entaché avec une grande violence la Libye, le secrétaire général de l'ONU s'inquiète une fois de plus car de nouvelles menaces pèsent sur le pays. En effet, des bandes armées ont fait des déclarations de guerre qui propagent l'inquiétude au sein de la population libyenne. Suivons ensemble cet élément. En Libye, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit préoccupé par le risque de confrontation après des mouvements vers l'ouest de troupes loyales à l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar. Une déclaration qui intervient après que l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar a annoncé mercredi préparer une offensive pour purger l'ouest de la Libye, dont la capitale Tripoli, des terroristes et des mercenaires. De son côté, le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, a dénoncé dans un communiqué une escalade et des déclarations provocatrices. Il a indiqué par ailleurs avoir ordonné aux forces projet NA de se tenir prêtes pour faire face à toute menace. Pour le patron de l'ONU, qui a réaffirmé qu'il n'existait pas de solution militaire en Libye, seul le dialogue interlibyen peut résoudre les problèmes libyens. Établi fin 2015 en vertu d'un accord parrainé par l'ONU, le GNA basé à Tripoli a toujours été contesté par l'autorité rivale de l'Est, contrôlée par l'ANL du maréchal Khalifa Haftar. Au Mozambique, les victimes du cyclone Idai sont encore sous le choc, traumatisées par les impacts du cyclone. Les mémoires sont hantées par les souvenirs affreux qu'a laissé le cyclone Idai. Suivons ensemble ce reportage. Si le danger des maladies comme le choléra et la rougeole menacent le bien-être des sinistrés au Mozambique, les affres de la terreur qu'ils ont vécues après le passage de la tempête tropicale Idai les hantent le plus. Les survivants du cyclone bravent un monde de destruction tout en se rappelant des difficiles moments qu'ils ont vécus le 14 mars dernier. Ma famille était occupée à crier « Papa, papa, où puis-je me cacher, où puis-je me cacher ?» Antonio et sa famille ont survécu en s'accrochant à des bouteilles d'eau en plastique et en nageant jusqu'au deuxième étage d'un chantier voisin. Le cyclone a eu un impact émotionnel important sur cette famille, mais elle reste déterminée à se reconstruire.
C'est très dur. C'est comme si je n'étais pas un bon père. C'est comme si je n'étais pas un bon père pour eux. C'est dur. Pour sa part, Zacharias a effectué 4 voyages à Bouzi, dans le centre du pays, aidant de nombreuses personnes déplacées dans des écoles et des centres de santé. Je suis allé à Bouzi pour amener les gens à Beira où c'était plus sûr. Environ 1,8 million de personnes ont été touchées au Mozambique ainsi qu'au Malawi et au Zimbabwe dans ce qui est considéré comme la pire catastrophe météorologique de l'histoire de l'Afrique australe. À présent, nous sommes au Cameroun. Le Cameroun lance un défilé de mode pour handicapés dans le but de changer les mentalités et de faire disparaître les discriminations sociales. Telle est la vision du groupe Sister Speak qui a lancé cette initiative. Plus de détails dans ce reportage. Promouvoir l'acceptation de soi grâce à la mode, c'est l'objectif du Salon Access 2019. Lancé au Cameroun par une organisation d'autonomisation des femmes, ce premier défilé de mode pour personnes handicapées a mis en avant la suppression des obstacles auxquels elles sont confrontées dans le pays. Organisé à Yaoundé, la capitale, il a rassemblé 16 mannequins vivant avec un handicap qui ont fièrement défilé pour présenter les tenues de créateurs locaux. L'occasion de mettre en avant l'inclusivité en espérant que la visibilité fournie par un tel événement changerait les perceptions. Avec le regard que la société pose sur nous, c'est pas toujours évident de se sentir femme. Access, c'est l'occasion de démontrer au monde qu'on peut être handicapé, mais être une femme comme les autres. Que l'on peut être belle, on peut avoir des rêves. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 2 millions de Camerounais vivent avec un handicap. Ces derniers ont un accès limité à l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi et vivent dans la précarité. Les organisatrices de Sister Speak, la société à l'origine de l'événement, espèrent que cette initiative pourra inspirer une nouvelle génération de Camerounais handicapés à se sentir acceptés et confiants. Notre objectif avec Sister Speak, c'est de changer les perceptions concernant ce que les gens pensent des femmes handicapées au Cameroun. Un défilé de mode très bien accueilli par le public. Pour cette spectatrice, c'est une plateforme utile pour évoquer les problèmes touchant les femmes handicapées. Voir ces femmes handicapées faire leurs preuves, nous expliquer leur situation difficile et partager leurs espoirs, leurs attentes, comme l'une de ces femmes qui disait que les agences de transport public devraient rendre leurs bus plus inclusifs. Et j'espère que notre gouvernement et le ministère du Transport prendront ces attentes en considération. Les organisatrices espèrent faire de ce spectacle un événement annuel à l'avenir. Nous sommes à présent au Bénin. La situation au Bénin ne s'améliore toujours pas à l'approche des élections législatives qui se tiendront le 28 avril 2019. Les partis de l'opposition exclus de ces législatives ont appelé leurs partisans à manifester sur l'ensemble du territoire contre cette décision. Ils réclament des élections inclusives. Au Bénin, l'impasse électorale perdure à la veille des élections législatives maintenues au 28 avril 2019. Seuls 2 partis politiques proches du président de la République sont en lice. Pour la première fois depuis 1990, les partis de l'opposition sont exclus de ces élections. Ces derniers ont appelé à des manifestations de protestation. La concertation de l'ensemble de la classe politique pour la recherche du consensus en vue des législatives inclusives, apaisées et transparentes ne s'est pas concrétisée. Jeudi 4 avril 2019, une série de rassemblements devait avoir lieu à Cotonou et à l'intérieur du pays. Avant même le départ de ces mouvements dans la capitale, les protestataires ont été dispersés par la police et l'armée, selon plusieurs témoins. Une dizaine de manifestants, dont un blessé, a été interpellé. Les partis d'opposition, notamment les forces Kori pour un Bénin émergent, Restaurer l'espoir et le Parti pour la libération du peuple, exigeant, le rappel, la tenue d'élections inclusives. L'actualité du moment, c'est la situation en Libye. Afin de mieux nous imprégner de la situation qui prévaut en ce moment même dans ce pays, nous allons suivre un extrait qui retrace les dissensions au sein des chefs
libyen. À gauche, Khalifa Haftar, à droite, Fayez el-Sarraj. Deux rivaux qui constituent les principaux visages de la crise libyenne. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est divisée en deux administrations. La première basée à Tobrouk, à l'est, acquise à la cause du général Haftar, et à l'ouest, le mouvement d'union nationale soutenu par l'ONU, avec el-Sarraj comme Premier ministre. Le militaire de 74 ans est l'homme fort de l'Est libyen. En 1969, il a pris part au coup d'État militaire qui a conduit Mouammar Kadhafi à la tête du pays. Mais sa rupture avec le leader le force à s'exiler en Amérique. Il retourne finalement dans son pays il y a 8 ans pour prendre part au soulèvement. Il est aujourd'hui à la tête de l'ANL, l'armée nationale libyenne qui regroupe des unités militaires et des groupes armés tribaux. Une armée qui multiplie les victoires, notamment contre les djihadistes à Benghazi. Les forces d'Haftar contrôlent presque la totalité des puits de pétrole du pays. La prise de la ville de Hariyan jeudi les rapproche ainsi un peu plus de Tripoli, où se trouve le gouvernement d'al-Sarraj, chef légitime selon la communauté internationale et l'ONU. Véritable innovation ou surprise, on l'attendait. Voici que l'Autriche se dote de taxis et drones. En effet, cela est une grande première et captive aussi l'attention des grands particuliers du monde entier. Bientôt, nous prendrons le taxi dans les airs. Suivons ensemble ce reportage. Sur la pelouse de ce stade de Vienne, ces journalistes sont venus assister à une première mondiale, celle d'une démonstration publique d'un taxi-drone chinois. Entièrement autonome, Eyang doit à terme pouvoir transporter 2 passagers sur une distance de 35 km. Si l'appareil est fiable, il reste encore de nombreux obstacles à sa commercialisation. I think the big challenge is the infrastructure in the cities, of course, but it's also the regulations. How do we build the vehicle? How do we certify it? And how do we coordinate those vehicles with the other air traffic management like civil aviation and general aviation? Le drone sera destiné uniquement à des sociétés privées. Même si aucun État n'a donné de certification à ce jour, la société autrichienne compte produire 300 exemplaires d'ici 2021. En Corée du Sud, un drame est survenu. Un feu a ravagé toute une province et fait d'énormes dégâts. Suivons ensemble ces images. Un autre incendie a aussi frappé l'Australie. Un incendie ravageur a touché le pays. Cela a eu lieu au sein d'une usine en pleine ville de Melbourne. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Suivons ensemble ce reportage. En Australie, les pompiers étaient toujours à pied d'œuvre ce vendredi pour tenter de maîtriser l'incendie ravageur qui s'est déclaré dans une usine de Melbourne. Près d'une centaine de professionnels étaient mobilisés. Le feu a dévoré les installations dédiées au stockage de déchets alors qu'une épaisse fumée noire s'échappait dans l'atmosphère. Dans les quartiers situés aux alentours, les autorités locales ont demandé aux habitants de rester chez eux pour se protéger. Aucun blessé n'est à signaler pour l'instant. Les causes du sinistre n'ont pas encore été déterminées. À présent, nous parlons du Brexit avec Theresa May qui a encore obtenu un nouveau report des discussions sur la décision finale pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne dans le but de trouver un accord qui profitera aux différentes parties. Nouveauté du jour au royaume des pro et anti-Brexit, la lettre de Theresa May au président du Conseil européen Donald Tusk. La première ministre britannique a réitéré sa demande de report du Brexit au 30 juin pour laisser le temps aux parlementaires britanniques de tomber d'accord. Elle dit espérer parvenir à un accord avant le 23 mai, date des élections européennes, tout en préparant le pays à ce scrutin européen. Elle ne croit donc plus que ce soit possible de trouver une issue avant le 12 avril, malgré les discussions menées à bâton rompu depuis hier avec l'opposition travailliste. Donald Tusk, lui, compte proposer aujourd'hui aux États membres de l'Union européenne le scénario d'un report flexible du Brexit allant jusqu'à 12 mois.
Revenons à présent sur le continent africain avec le Sénégal qui a célébré ce 4 avril 2019 son 59e anniversaire d'indépendance. Ont pris part aux festivités les chefs d'État libériens en la personne de George Weah et les présidents gambiens et malgaches. Suivons ensemble ce reportage. Ce jeudi 4 avril est célébré au Sénégal le 59e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale devant le président de la République Macky Sall et ses invités d'honneur, les chefs d'État libériens George Weah, malgache André Rajoelina et gambien Adama Barrow. Les différentes unités de défense et de sécurité ont exhibé leur nouvelle acquisition. Le chef de l'État Macky Sall a réitéré sa volonté d'apporter de meilleures conditions aux militaires. Le président Macky Sall dit également totalement satisfait de l'organisation et du bon déroulement du défilé civil et militaire qui révèle encore une fois la cohésion du peuple sénégalais. Cette année 2019, l'anniversaire de l'indépendance du pays a pour thème force de défense et de sécurité, un exemple dans la construction à la citoyenneté et à l'unité nationale. Nous terminons l'actualité de ce journal sur une note de joie. La Côte d'Ivoire a eu la deuxième édition du rallye de Jacquesville qui s'est déroulé du 30 au 31 mars 2019. L'événement a vu la participation massive des populations de Jacquesville. Les organisateurs sont fiers de ce succès. Suivons ensemble cet élément. Victoire de l'équipage Soumaoro au deuxième rallye de Jacquesville. À l'instar de la première édition en 2018, Maurice Ferré Soumaoro et sa fille Aïssata ont remporté la compétition au volant de leur Mitsubishi Evo 10. Ils ont réalisé un temps d'1 h 48 minutes et 14 secondes, devançant les équipages Frédéric Gigot, Nicolas Kiendre-Beogo et Maxime Abondio, Hugo Borges, à l'issue de 2 jours de compétition. Satisfaction du ministre des Sports ivoirien pour qui les disciplines sportives sont à soutenir parce que contribuant à la cohésion sociale et l'animation des localités de Côte d'Ivoire. 21 pilotes au total se sont engagés pour le deuxième rallye de Jacquesville. Dans la catégorie SSV, la victoire a été remportée par l'équipage Farid Assaf et Christophe Servan. Mesdames et messieurs, nous avons été ravis de partager avec vous ces informations. Merci de nous avoir suivis sur First TV Africa. Restez connectés sur la chaîne de l'actualité africaine et internationale. Rendez-vous dans de prochaines éditions. À bientôt.